cet événement, ça fait partie du programme des formations croisées qui vise à favoriser les échanges entre les gens de différents réseaux. Il faut comprendre, suivante, s'il vous plaît, diapo suivante, s'il vous plaît. Ce projet-là, les webinaires, la série de webinaires qu'on démarre, ça fait partie des activités qu'on associe à un projet qu'on vient tout juste de financer, qui est avec les membres de l'entourage. Et si on pense aux membres de l'entourage, en fait, les proches de personnes qui vivent un problème de santé mentale ou un problème de dépendance, ils doivent transiger avec beaucoup de services qui sont fragmentés. Et il faut comprendre que quand c'est un problème, des troubles concomitants, il y a un défi additionnel qui est de transiger avec plusieurs réseaux de services. Et ce projet-là vise à mieux saisir comment on peut mieux reconnaître et soutenir les membres, les proches, les membres de l'entourage dans cette situation-là pour, en fait, dans leur rôle de personne qui accompagne ou qui peut accompagner la personne qui est aux prises avec un problème concomitant et aussi dans le rôle de partenaire pour améliorer l'offre de services et qu'est-ce qu'on doit faire pour les soutenir et aussi pour mieux saisir c'est quoi leurs propres besoins d'appui, de services qui peuvent s'adresser à elles en tant que personnes qui requièrent du soutien. Alors, dans cet esprit-là, aujourd'hui, on démarre le premier webinaire où on va nous parler des services, des réseaux de services qui existent et en fait, tout ça s'inscrit à l'intérieur d'un projet de recherche, j'appellerais ça de la recherche-action, et il y a un collectif de chercheurs qui est associé, vous pouvez voir la liste là, à droite là, de cette diapo-là, qui travaillent dans le domaine. On a essayé de retracer à peu près tous les chercheurs qui sont visibles et sympathiques aussi, c'était le premier critère pour se joindre à nous, mais qui ont beaucoup d'expertise et qu'on va associer tout au long du projet à présenter, à nous aider, à clarifier ce qu'ils font. Il y en a qui ont développé des outils, on va les mettre dans le coup. Suivante. En fait, dans le cadre de ce projet-là, on va faire des entretiens avec des gens qui sont des proches, des gestionnaires, des personnes qui sont prises avec des problèmes de troubles concomitants. Si vous voulez participer, vous pouvez, puis on va même monter un panel provincial aussi de membres de l'entourage. Alors, vous pouvez nous rejoindre, vous pouvez nous faire part de vos avis, on va vous consulter. Vous avez ici un code QR pour nous joindre et aussi, je crois que Yann va mettre dans le questions et réponses l'information pour le projet. En fait, le code, ça va vous mener à la description du projet. Suivant. Aujourd'hui, premier séminaire, on a des gens de CAP, on a le directeur de CAP Santé Mentale qui regroupe plus de 50 organisations de proches à travers le Québec. Puis on a deux intervenantes de drogue, aide et référence qui vont nous parler de leur programme, mais plus spécialement de la portion qui s'adresse aux proches. Suivant. Le déroulement, là, j'aimerais vous donner un peu la quincaillerie, un peu de plomberie. On va avoir 2 présentations de 20 minutes. Je vais m'assurer que ça reste dans 20 minutes. On va avoir 10 minutes de questions et réponses. On a déjà reçu plusieurs questions de vous au moment de l'inscription. Je ne suis pas inquiet pour les questions, vous en avez. Si vous en avez d'autres, vous pouvez les greffer, vous pouvez les mettre dans le Q&A. Il y a une petite icône, là, cette partie-là fonctionne. La partie de chat n'est pas fonctionnelle là, dans le mode webinaire. Alors, c'est là que vous pouvez communiquer avec nous. Puis s'il y en a des présentateurs qui veulent répondre ou d'autres membres, parce qu'on a un auditoire qui est composé de beaucoup de gens qui s'y connaissent dans plusieurs des angles. En fait, je vous parle, puis ça n'arrête pas de sonner avec les nouveaux qui rentrent. Alors, excusez ma concentration qui est déjà défaillante à cette heure-ci. D'habitude, je me réveille vers 1h de l'après-midi.
Alors là, on devait avoir présentation des organismes et la période de réponse par la suite. Et dans ça, qu'est-ce que je dois vous rappeler? Les QNR, vous pouvez soumettre les questions, puis aussi des suggestions pour les thèmes qu'on pourra couvrir dans le futur. Alors, on va procéder comme tel. Suivante, c'est important, vous pouvez participer à l'évaluation de la session en cours. Il y a un questionnaire d'évaluation. Vous pouvez aussi faire des propositions pour améliorer notre fonctionnement. Et il y a des questions dans pop-up qui vont apparaître un peu aussi au cours de la présentation. Alors, là, sans plus tarder, j'aimerais passer la parole à René Cloutier pour qu'il nous parle de Cap Santé Mentale et des proches en santé mentale. À toi, René. Merci, Michel. Merci d'abord de m'avoir invité à présenter, puis merci aux participants pour votre intérêt et votre présence là, à cette présentation-là, que j'ai intitulée « Considérer les proches en santé mentale ». Vous allez comprendre au fur et à mesure de la présentation la préoccupation qu'on a en santé mentale de considérer et impliquer les proches et de se diriger ensemble vers un changement de culture à leur égard. Je me présente rapidement. Donc, j'ai une formation en ergothérapie et j'ai fait une maîtrise en administration publique. J'ai travaillé dans le réseau de la santé, mais aussi dans la fonction publique comme intervenant, mais aussi comme gestionnaire, conseiller cadre et diverses fonctions, commissaire aux plaintes, etc. Donc, je suis le directeur général de Cap Santé Mentale depuis 2018. Pour la présentation, j'ai formulé 3 objectifs. D'abord, vous sensibiliser aux besoins et aux réalités des proches en santé mentale, qui sont parfois oubliés dans le système, vous allez voir. Vous informer sur les services qu'on offre à ses proches et aussi, ultimement, favoriser le référencement des proches vers les ressources de soutien qui existent au Québec. Une bonne présentation en 3 parties, donc j'en ai mis 5. Je vais vous parler brièvement de Cap Santé Mentale, qui sont les proches, pourquoi il faut les soutenir. Je vais faire quand même une partie spécifiquement sur les jeunes proches aidants, qui sont souvent les grands oubliés, et puis quelques outils, quelques informations pour vous aider à savoir comment les soutenir. D'abord, on va parler de Cap Santé Mentale. Le nom au complet de notre regroupement, c'est la Confédération des associations de proches en santé mentale du Québec. Ça dit bien ce qu'on fait. Donc, dans nos communications, on résume à Cap Santé Mentale, qui donne une approche positive là, de notre mission. Fondée depuis en 1986, donc on est le seul regroupement national qui est spécifiquement dédié aux proches en santé mentale. On regroupe 53 associations qui maintenant couvrent vraiment toutes les régions du Québec. Donc, dans votre région, il y a au moins une association et parfois plusieurs qui sont dédiées spécifiquement aux proches en santé mentale. On soutient annuellement plus de 30 000 proches et vous avez l'adresse du site web. Vous allez voir que les diapos sont un peu chargés, donc l'idée, c'est pas que je les lise toutes. Là, vous aurez des diapos à votre disposition par la suite, mais je vais aller plutôt dans les messages essentiels. Donc, notre mission à Cap Santé Mentale, c'est de regrouper, représenter, soutenir et mobiliser des organismes qui œuvrent auprès des proches de personnes qui ont un problème de santé mentale. Et notre mandat au niveau national, c'est de porter leur voix. On a une approche, vous savez, dans les organismes communautaires, on fait des choix dans nos approches et nous, on privilégie le partenariat, que ce soit avec le ministère. On est d'ailleurs porteur de 2 projets dans le cadre du plan d'action en santé mentale. On est d'ailleurs le seul organisme non gouvernemental à être porteur d'action. On a des collaborations avec les autres organismes communautaires nationaux, des associations professionnelles et puis notamment avec le monde de la recherche.
on sent une émergence de l'intérêt vraiment importante à l'égard des proches au Québec. Donc, on a 39 collaborations qui vont du simple appui à des demandes de financement, à des ententes même qui permettent de répondre à nos préoccupations au niveau du regroupement. Voilà, on a aussi des ententes de référencement conclues avec la quasi-totalité des CCCIUS. Probablement que vous n'en êtes pas au courant, mais ça permet de formaliser la reconnaissance que les CCCIUS ont à l'égard des associations de proches et ça favorise le référencement pour qu'on puisse apporter le soutien aux proches. On a aussi des ententes avec des services de police, puis curieusement, même dans plusieurs régions, ce sont les policiers qui réfèrent le plus de proches à nos associations. Ensuite, les services qui sont offerts par nos associations sont gratuits. C'est de nature psychosociale, avec une approche psycho-éducative. Donc, on fournit de l'information, de l'entraide, que ce soit individuelle ou par groupe ou par des parents aidants famille. On a des professionnels de formation, soit collégiale ou universitaire, qui soutiennent les proches. On donne plusieurs formations. Par exemple, une formation qui est très appréciée, c'est comment prévenir et apaiser des situations de crise. On fournit de l'accompagnement, par exemple, dans des démarches auprès des organismes publics, le réseau de la santé ou parfois quand on a besoin de recourir à ce qu'on appelle la loi P38 pour que la personne en situation de crise puisse être évaluée et recevoir des services. Et finalement, on offre des activités de répit parce que les proches en ont bien besoin. Maintenant, qui sont les proches en santé mentale? Ils sont nommés de toutes sortes de façons, dépendamment des organismes, mais l'important, je dirais, c'est la diapo suivante, c'est de prendre conscience que les proches, c'est souvent les parents qui accompagnent leurs jeunes dans les services de santé, mais c'est aussi des conjoints. Et on oublie souvent que la fratrie est aussi affectée et que les personnes qui ont un trouble de santé mentale ont souvent des enfants qui sont aussi des grands oubliés, je dirais, en tant que proches. Naturellement, il y a des grands-parents, il y a tous les collègues de travail, d'études, des amis, des voisins, donc toutes les personnes significatives auprès de la personne qui a un trouble de santé mentale. Les proches sont très nombreux. On a juste à regarder les statistiques. On sait qu'au courant de notre vie, une personne sur deux aura un trouble de santé mentale. Que présentement, on dit qu'une personne sur 5 vit un trouble de santé mentale et j'ai vu récemment des chiffres qui portent plus sur une personne sur 4. Donc, il y a une augmentation, surtout au niveau des troubles anxieux dans les dernières années, la suite de la pandémie, puis tout ce qui se passe au niveau international. Et un jeune sur 5 a un parent avec un trouble de santé mentale. Et ce qui est étonnant, c'est que malgré que c'est courant, un trouble de santé mentale, on est encore dans beaucoup de préjugés, de tabous en santé mentale, ce qui fait que non seulement les personnes qui ont un trouble de santé mentale, mais aussi les proches vivent la stigmatisation. On a développé un modèle parce que quand les proches viennent chercher des services dans nos associations, ils viennent tout le temps pour la personne qui a un trouble de santé mentale. Comment on peut aider la personne qui a un trouble de santé mentale? Alors, nous, ça nous amène à faire prendre conscience aux proches qu'eux aussi ont des besoins, qu'eux aussi ont besoin d'être soutenus s'ils veulent bien jouer leur rôle d'accompagnateur auprès de la personne qui est aidée. Donc, on a développé ce modèle-là pour bien identifier les différents besoins. Donc, les proches peuvent être en tant que clients. Ils peuvent avoir aussi besoin d'être outillés pour savoir comment réagir, comment communiquer avec une personne qui a un trouble de santé mentale, comment l'accompagner dans le système, mais aussi de mettre à profit leur savoir expérientiel en étant partenaire, que ce soit dans le cadre des plans d'intervention auprès de la personne qui a un trouble, mais ça peut être aussi en participant à l'organisation des services au niveau régional, au niveau national, en participant à des consultations, à des projets de recherche, comme Michel le mentionnait tantôt.
Ensuite, quand je fais la tournée des associations ou que je participe à des événements, ce que j'entends le plus des proches, c'est la plainte suivante, c'est qu'on n'est pas écouté, on n'est pas impliqué, on n'est pas informé. Et ça, c'est particulier à la santé mentale. On a tous accompagné quelqu'un en santé physique et j'ai rarement entendu dire des proches qu'ils avaient été refusés, qu'ils n'étaient pas en mesure de communiquer ou de recevoir de l'information, toujours dans le respect de la confidentialité, naturellement. Mais en santé mentale, les proches se butent souvent à des portes fermées, à l'incapacité d'être entendus. Et ça s'entend que ce soit, par exemple, dans les rapports de la coroner Kamel, qui a fait récemment 3 enquêtes, ça ressort très fortement cette difficulté-là des proches de pouvoir faire valoir leur rôle à l'égard des personnes qui ont un trouble de santé mentale. Donc, un changement de culture s'impose. Il y a beaucoup de démarches qu'on fait dans ce sens-là. Je vais passer rapidement celle-là. Les attentes des proches sont à différents niveaux. On attend toujours que la santé mentale devienne une priorité nationale. Et c'est aussi, je dirais, toujours la préoccupation des proches que la personne qui a un trouble de santé mentale ait un accès sans délai à des services de proximité. Puis, particulièrement quand la personne a une réduction, une perte de capacité de juger, d'être capable d'avoir besoin de services pour retrouver cette capacité-là à prendre des décisions, à retrouver cette capacité à définir les services qu'elle veut recevoir. Donc, c'est, je dirais, la première préoccupation des proches en santé mentale. Suivante, s'il vous plaît. Alors, pourquoi soutenir les proches? Bien, souvent, on évoque des raisons humaines, sociales ou cliniques, mais on peut aussi faire valoir des raisons économiques. Donc, je pense que c'est évident pour tous les intervenants. L'annonce d'une maladie mentale, c'est un choc pour les proches. Hein? C'est souvent inattendu, c'est imprévisible dans bien des cas. Et il faut s'occuper des proches. Ils ont besoin, les proches veulent aider la personne qui a un trouble de santé mentale, mais souvent, ils manquent de ressources, manquent d'outils, ils ont besoin d'être accompagnés. Alors, d'où l'importance de les soutenir, de les référer vers les ressources qui sont prévues pour ça, particulièrement les associations. Il te reste 10 minutes, René. Parfait. Alors, soutenir les proches, ben, c'est pour les aider aussi à préserver leur propre santé mentale parce qu'ils vivent plein de sentiments, d'impuissance, de culpabilité, etc. Et ils oublient bien souvent, comme je disais, leurs propres besoins. Et on sait qu'ils sont 3 fois plus à risque de détresse psychologique que la population en général. Donc, une personne en crise, ben, c'est toute la famille qui est en crise. La stigmatisation joue un rôle majeur, ce qui amène souvent les familles à attendre vraiment d'être au bout du rouleau avant d'aller chercher de l'aide. À cause de la stigmatisation, on hésite à faire des démarches pour que la personne qui a une maladie mentale puisse recevoir des services. Et c'est la stigmatisation qui est vécue le plus difficilement. Donc, quand les proches, vous rencontrez des proches, ben, il y a toutes sortes de raisons qui peuvent les aider à cheminer pour aller chercher de l'aide que vous voyez là, que vous pourrez regarder plus attentivement en détail. C'est bon. Et comme je disais, ben, l'impact du soutien aux proches, ben, c'est pas juste au niveau humain, social, c'est aussi sur le plan économique. Parce qu'on le sait, on le vit dans nos services, quand les familles sont bien soutenues, ben, ça permet de préserver le filet social, ça permet de réduire le recours aux différents services, que ce soit la police, judiciaire, ou au sein même du réseau de la santé, en termes d'urgence, d'hospitalisation et de services spécialisés. Donc, c'est un investissement d'impliquer les familles et de les soutenir
en santé mentale. Maintenant, au niveau des jeunes proches, je vais y aller rapidement, mais c'est important parce que c'est des grands oubliés. Donc, comme je disais, il y en a 1 sur 5 qui a un parent qui a un trouble de santé mentale, mais en même temps, on sait que les 3/4 des troubles mentaux apparaissent avant l'âge de 24 ans. Donc, les jeunes qui souvent manquent de repères, n'ont pas beaucoup d'expérience, vivent difficilement l'apparition d'un trouble de santé mentale chez un conjoint, une conjointe ou chez un ami, un collègue d'études, etc. Donc, c'est important de les aider. Les jeunes proches, on le voit souvent, développent même eux-mêmes un trouble de santé mentale. Donc, c'est important d'agir en prévention et leur permettre de vivre leur vie de jeunesse, d'avoir une réussite scolaire, tout ça. Donc, quand on fait des rencontres de jeunes, bien souvent, ils ont l'impression qu'ils sont les seuls à vivre ça. Ce qui nous amène à la diapo suivante, au constat qu'il fallait faire quelque chose pour les jeunes. Et une des approches qui est reconnue auprès des jeunes, c'est de ne pas attendre qu'ils viennent chercher des services, il faut aller au-devant d'eux. Ce qui fait qu'on a proposé au ministre Carman, lorsqu'il a élaboré son plan d'action en santé mentale, une action qu'il a intégrée dans son plan d'action qui vise à repérer et soutenir les jeunes proches. Ça nous a permis, ce projet-là, d'embaucher une 50aine de jeunes qui se promènent dans les milieux fréquentés par les jeunes. Et donc, cette année, on a pu soutenir au-delà de 2000 jeunes et sensibiliser environ 20 000 jeunes à la réalité des proches, des jeunes proches en santé mentale, grâce au financement de divers bailleurs de fonds. Maintenant, pour finir, comment les soutenir pour les considérer, les intégrer, les outiller. Donc, je vous amène quelques outils. Le plus important, je vous dirais, actuellement, qui est en implantation, puis probablement que parmi les participants aujourd'hui, vous avez commencé à entendre parler du guide de bonne pratique, qui a été, à l'origine, c'est une idée d'une association membre de Cap Santé Mentale et qui a été prise en charge par le CIUS de la Capitale-Nationale, qui en a fait un guide vraiment extraordinaire pour outiller les intervenants, parce que c'est pas toujours évident comment impliquer les proches, comment gérer la confidentialité, comment intervenir auprès peut-être de familles peut-être plus complexes là, à intégrer dans le processus de rétablissement. Comment intervenir quand la personne qui a un trouble de santé mentale refuse tout contact avec la famille, comme on dit des fois en raison de sa maladie même. Comment agir? Donc, c'est un outil qui actuellement est en train d'être implanté tout partout. Il y a des coordonnateurs dans chaque CCCIUS qui ont été nommés pour piloter ça. C'est soutenu par le CIUS de la Capitale-Nationale et c'est un objectif très clair du ministère de l'implanter à travers le Québec. Donc, nous, on pense que ça va être un des facteurs les plus importants pour amener un changement de culture dans la façon d'impliquer les proches en santé mentale. Donc, vous avez l'adresse là, vous pouvez aller chercher le guide. Et pour terminer, je dirais, quels sont les services que vous pouvez trouver dans Cap Santé Mentale? Il y a d'abord une ligne téléphonique qui permet à l'appelant d'être dirigé automatiquement vers l'association de sa région. Vous avez le numéro. Dans notre plateforme web, il y a une vaste panoplie là, d'outils, de vidéos, de balados qui permettent de répondre à des préoccupations, des questions de tout type de proches, que ce soit un jeune, un conjoint, un parent, dépendant, peu importe le lien. Donc, c'est vraiment une plateforme très riche en informations. Il y a tout le réseau des 53 associations. Fait que là, vous avez l'adresse web pour identifier l'association de votre région à laquelle vous pourrez référer les proches. On est en train de développer, on a même diffusé récemment
un outil d'autogestion en ligne, Cap Mieux-être, qui a été considéré comme un des meilleurs outils en ligne développés en santé récemment. Et puis, de façon spécifique pour les jeunes, on est en train de développer un site web spécifique pour les jeunes. Mais on a déjà beaucoup d'éléments déjà dans notre plateforme générale. Donc, voici. Et je conclurai en disant l'importance de considérer les proches de plus en plus au Québec. Et je vous remercie à l'avance de pouvoir contribuer à ce changement de pratique, de culture à l'égard des proches en santé mentale. Donc, et on sera disponible pour répondre à vos questions à la fin. Alors, merci à vous. Merci beaucoup, René. En fait, ce qui est vraiment intéressant de votre initiative, c'est aussi qu'elle se déroule. En fait, vous êtes présent à travers tout le Québec et c'est aussi l'intérêt des deux présentations qu'on a ce midi. C'est des organismes qui couvrent pour l'ensemble du Québec. Alors, j'invite les gens, s'ils ont des questions, à les greffer dans la section questions et réponses. Et on va vous revenir aussi à la fin de la deuxième présentation aussi pour échanger. Alors, maintenant, sans tarder, j'aimerais vous inviter Zeynep Salami et Bianca Parent pour leur présentation sur les services pour les membres de l'entourage de Jeux, Aide et Référence, qui est un de nos partenaires des formations croisées là, depuis pratiquement les débuts de nos grandes sessions, là, depuis 2017. Alors, je suis très heureux de vous... en fait, 2007, je devrais dire. Je suis très heureux de vous avoir aujourd'hui, puis nous, en fait, je pense tout le monde, pour nous parler de vos services, mais qui touchent aussi la dépendance, et surtout au départ. Alors, je vous laisse la parole. Merci. Bien, merci beaucoup. On est super content d'être ici aujourd'hui. Merci de nous recevoir. Merci d'être ici en grand nombre. C'est super apprécié. On est vraiment heureuse de vous présenter notre organisme et un petit peu tous les différents services qu'on peut offrir. Donc, je me présente. Moi, c'est Bianca et je suis accompagnée justement de ma collègue Zineb. Bonjour. Donc, justement, aujourd'hui, notre présentation, on est ensemble là, pour parler de la santé mentale et de la dépendance. Donc, on va vraiment y aller plus largement là, dans notre organisation, puis tranquillement là, découler là, pour nos différents services. Donc, on peut passer à la prochaine. Donc, nous, dans le fond, on est vraiment là, le centre de référence du Grand Montréal. Comme je disais, on a différentes branches. Donc, vite, on a le 211 qui est vraiment là, un service d'information et de référence là, pour tout ce qui touche les services là, de socio-communautaires dans la région du Grand Montréal. Mais aujourd'hui, on va regarder un peu plus spécifiquement là, les deux lignes spécialisées. Donc, nous, on est une belle grande équipe qui répond aux deux lignes. Donc, la ligne de drogue aide et référence et la ligne de jeu aide et référence. Et puis, vite comme ça, on voulait aussi mentionner là, qu'à partir de la ligne de jeu aide et référence, on offre un service là, de télécounseling, donc qui est un programme thérapeutique gratuit offert pour les joueurs qui auraient une problématique là, au niveau du jeu excessif. Et ensuite, quand on regarde vraiment ce qui découle des deux lignes spécialisées, bien, ça va être notre service de soutien, là, plus spécifiquement pour les membres de l'entourage. On peut passer à 2 slides. Donc, quand on regarde justement là, nos services, le mandat des lignes, tu vas pouvoir aller à la prochaine aussi. Donc, les lignes spécialisées, c'est quoi? Nous, on est un service provincial. Donc, on offre vraiment là, un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 là, pour l'entièreté des régions du Québec. Et ça, c'est vraiment les deux lignes. Donc, on est un service qui s'offre par téléphone ou par clavardage directement là, sur nos deux plateformes. Donc, on est un service qui est gratuit, bilingue et confidentiel. On offre justement du soutien ponctuel. Donc, pour tout type de situation, que ça soit une gestion de crise, juste des questions sur la situation, comment évoluer là, à travers un peu là, toutes les dépendances. On offre beaucoup d'informations, que ce soit sur les effets des substances, sur les effets de sevrage, des fois l'interaction entre différentes substances ou même c'est quoi les types de jeux, comment se protéger un peu là, de l'intensité de notre activité de jeu.
Ou évidemment, on offre beaucoup de références vers d'autres types d'organismes qui offrent encore plus là, de suivi, d'accompagnement. Donc, que ça soit vers des centres de thérapie plus internes ou sinon des offres de services plus en externe pour consulter un intervenant. On a accès là, à une banque de données là, assez importante là, pour vraiment aller plus loin puis s'assurer qu'on répond là, à beaucoup de besoins là, pour la population qui nous appelle. Donc, qui est concerné justement par nos lignes? Ben, en fait, c'est toute personne là, qui est vraiment préoccupée par ses habitudes soit de consommation de substances psychoactives et là-dedans, on inclut là, évidemment l'alcool et les médicaments prescrits. Sinon, ça va être toute personne vraiment préoccupée par ses habitudes de jeu, d'hasard et d'argent et ou au niveau d'une utilisation là, problématique d'Internet, incluant là, les jeux vidéo et autres. Et quand on regarde toute cette population-là, évidemment, il y a beaucoup de membres de l'entourage là, qui sont affectés par ces dépendances. Donc, on reçoit là, les membres de l'entourage aussi par téléphone, par clavardage. Et là-dedans, on inclut justement tout ce qui touche la famille. Donc, on va parler des parents, des fois des enfants, on va parler des grands-parents, de la fratrie. Donc, on accueille vraiment toute la famille. Et ensuite, les conjoints, les amis. On va recevoir certains collègues là, qui auraient des questions par rapport à justement quelqu'un avec qui ils travaillent. Et parallèlement, on va répondre aussi pour différents intervenants ou des professionnels là, qui gravitent autour là, de la population dépendante. Je vais passer à la prochaine. Donc, on voulait faire un survol là, justement des interventions qu'on a eues dans les 3 dernières années. Donc, ce que vous voyez à l'écran en vert, c'est un peu un cumul là, de toutes nos interventions faites sur les 2 lignes spécialisées. Ce qui est en mauve, c'est plus les interventions qui ont été portées là, auprès des membres de l'entourage. Et la portion en jaune, c'est vraiment ce qui touche la comorbidité entre la dépendance et les enjeux de santé mentale et tout ce que ça peut comprendre. Donc, ce qu'on voit là-dedans, justement, c'est qu'il y a eu, dans les dernières années, une augmentation non seulement de la demande d'aide des consommateurs et des joueurs, mais aussi, on le voit en jaune, il y a une augmentation, en fait, des complexifications et des différentes situations là, diverses qui touchent plus spécifiquement, justement, cette comorbidité santé mentale dépendance. Et quand on regarde la littérature, on comprend là qu'il y a beaucoup de membres de l'entourage qui sont là affectés par ces dépendances-là. Généralement, on considère peut-être 1 à 3 personnes là, qui sont vraiment touchées par tous ces comportements-là. Et des fois, ça peut aller jusqu'à 5 personnes là, de l'entourage, incluant les différents professionnels là, qui peuvent être affectés par tout ça. Donc, on voit, on pourrait croire qu'il y aurait aussi une augmentation en fait des demandes d'aide provenant des membres de l'entourage, mais c'est pas vraiment le cas. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a encore là, des embûches là, face peut-être à l'accessibilité des différents services ou la légitimité des membres de l'entourage de recevoir. De là, l'importance là, des webinaires et de continuer un peu à parler là, des approches pour les membres de l'entourage. Je vais passer à la suivante. Donc, justement, ça peut être un défi de répondre aux besoins des membres de l'entourage spécifiquement, surtout qu'on pense là qu'ils sont pas forcément moins souffrants. C'est juste qu'il y a comme une sensibilisation à faire au niveau de la société pour que ce soit quelque chose qui est accepté. Ce qu'on remarque, là, si on se concentre vraiment dans la dernière année, au niveau des interventions totales qu'on ait pu avoir au niveau des lignes spécialisées, donc quand on va regarder la proportion santé mentale pour drogue à des références, jeux et des références, ça va vraiment inclure tous ces troubles-là qui sont affichés. Ça peut être des troubles, soit un diagnostic, ça peut être soit des notions où, génétiquement, dans ma famille, il y a telle affaire, je m'inquiète, etc. Comme ça peut être juste des doutes ou des hypothèses, est-ce que ça se pourrait que il y a aussi des cas où est-ce que les personnes ont des médications puis veulent consommer puis pour justement avoir une consommation plus sécuritaire puis plus éclairée, mais vont nous appeler pour questionner là. Fait que toute la proportion jaune là en santé mentale, ça inclurait tout ça pour les personnes qui vont avoir les dépendances. Au niveau des membres de l'entourage, donc toute la section comorbidité, ça va plutôt comprendre que leurs proches a une condition de santé mentale. Tandis que eux, en fait, on n'est pas parti aller chercher là, spécifiquement est-ce que c'est eux qui avaient la comorbidité, mais c'était plutôt par rapport à la personne qui va avoir les problèmes de consommation. Et qu'on peut passer à la suivante.
Donc, en gros, dans un appel, on a un petit peu regroupé les besoins ou les éléments qu'on adressait. Donc, juste se rappeler que dans un seul appel, il peut y avoir plusieurs besoins qui vont être adressés. Donc, ça, vous pourriez prendre le temps de regarder. Puis, si vous avez des questions là, plus précisément, on pourrait y répondre à la fin. Juste se concentrer sur la section peut-être rouge et jaune, où est-ce que là, on va plutôt parler des références pour des organismes en cas de crise. Et puis ça implique souvent aussi des enjeux de santé mentale, donc le 911, hôpital, centre de crise, prévention de suicide. Puis, dans la section aiguillage, ben ça, c'est plus au niveau de l'intervenant dans l'appel, ce qu'il va nommer. Puis, on voit que dans le carré jaune, c'est ce qui est plus relié aux enjeux de santé mentale, dans des questionnements au niveau du risque suicidaire, de l'intoxication ou du sevrage, par exemple. On peut aller à la suivante, où est-ce que là, on va plutôt se concentrer sur les besoins répondus chez le membre de l'entourage, puis on voit tout de suite à quel point la santé mentale, puis les références au niveau des interventions de crise sont beaucoup plus grandes. Puis l'aiguillage aussi, c'est qu'on voit qu'il y a le besoin de vouloir comprendre déjà son proche, de vouloir comprendre qu'est-ce qui se passe. Souvent, c'est des situations de crise qui arrivent. C'est quoi le système que je dois contacter, qu'est-ce que je fais, etc. Fait qu'on va vraiment travailler avec la personne pour essayer de répondre à ses besoins et sensibiliser tranquillement à ce que pour elle, finalement, on prenne le temps là, de regarder aussi son bien-être à elle. On peut aller à la suivante. Donc, plus globalement, dans la dernière année, on a pu offrir 5 992 interventions auprès des membres de l'entourage. Parmi eux, il y avait 731 là, qui étaient avec une comorbidité santé mentale. Puis, il y a les 5 261 où est-ce que là, c'est vraiment les membres de l'entourage là, sans forcément que leurs proches aient une condition de santé mentale. Dans les appels en général, ce qu'on observe, c'est que souvent, le contexte de la demande va favoriser déjà un risque parce qu'ils se sentent impuissants. Il y a des enjeux de sécurité. Est-ce que j'appelle le 911 ou pas? C'est souvent des situations d'urgence. Puis ce type de contexte-là, il est répété dans le temps. Fait que ça peut arriver quelquefois dans la semaine, dans le mois, dans l'année. Ce qui fait que l'exposition à ces situations-là qui sont quand même chargées en émotions puis que c'est des situations de crise, ça peut justement fragiliser la santé physique et la santé mentale des membres de l'entourage. Leur propre besoin est souvent mis de côté. Ils ressentent pas forcément la légitimité de poursuivre vers un service là, de soutien. Puis c'est là le lien que nous, on a voulu faire en créant le service de soutien ensemble pour pouvoir justement faciliter, créer le lien thérapeutique puis vraiment encourager là, à aller chercher de l'aide. Oui. Donc, exactement, justement, Zineb et moi, on assume dans le fond le double rôle. Donc, on est des intervenantes sur les lignes spécialisées, autant drogue aide et référence, jeu aide et référence. Et depuis maintenant 2 ans, on est chargé de projet pour avoir créé justement là, le service Ensemble CED, qui est un soutien psychosocial à l'entourage de personnes dépendantes. Donc, ce qu'on offre, c'est vraiment encore une fois un service qui est provincial. Donc, ça nous a permis d'aller rejoindre un peu plus de membres de l'entourage, peut-être plus isolés, dans des villages, des fois, ils veulent pas aller chercher de l'aide là, dans les centres où ils sont connus ou autres. Donc, l'aspect à distance a amené vraiment une simplicité là, pour beaucoup de gens. C'est aussi un accès qui est par téléphone ou par visioconférence. C'est au choix de la personne, évidemment. Donc, on offre encore de la gratuité dans notre service. On est des intervenantes bilingues et c'est un service qui est confidentiel. Donc, ce qu'on offre, dans le fond, dans ce service-là, c'est environ une dizaine de rencontres là, de 45 à 60 minutes sur, justement, là, un certain nombre de temps. Et ensuite, on essaie de prendre des rencontres entre 8h et 18h. Évidemment, on connaît là, la réalité des membres de l'entourage, donc il y a des exceptions et on s'adapte au fur et à mesure vraiment aux besoins plus particuliers. Le but du service a vraiment été de créer des suivis individualisés le plus possible pour venir répondre là, aux différents besoins, aux différentes étapes là, que ces besoins-là peuvent ressortir. Et comme ma collègue l'a déjà mentionné, vraiment la force de ce service-là, c'est le pont direct avec nos 2 lignes. Ce qu'on veut dire par là, c'est que les membres de l'entourage, justement, ils appellent au départ sur les lignes, puis ils appellent en crise ou ils appellent parce que leurs proches ont vraiment besoin de quelque chose. Et là, nous, notre travail, c'est justement de leur montrer que leur place est légitime, qu'ils ont peut-être besoin de parler, que eux, indépendamment du proche, ils ont probablement des besoins. Donc, nos intervenants peuvent leur offrir le service de soutien, recruter leur information pour justement que nous, on les recontacte.
Donc ça l'évite justement qu'ils doivent appeler un autre centre, qu'ils doivent aller plus loin. Donc, on vient réduire un peu la charge là, des agendas surchargés. On vient là, alléger là, un petit peu la continuité là, de ces services-là. Et ils ont toujours, entre nos rencontres et la fin du suivi, les lignes restent disponibles à leur disposition. On les encourage. Nos autres intervenants vont les recevoir. Donc, on finit par être vraiment une grande équipe là, qui accompagne ces membres de l'entourage là. Quand on regarde un peu plus la structure là, du service ensemble, on a fait ressortir un peu les grands moments clés, les choses qu'on voit là, qui ressortent le plus au fur et à mesure de toutes nos rencontres. On commence toujours justement par une période, là, des moments d'exploration de toute la situation. Donc, on comprend qu'il y a beaucoup de membres de l'entourage là, qui n'ont pas eu de service ou qui en ont eu, mais ça fait longtemps. Donc, on laisse l'espace pour aller vraiment explorer puis comprendre tout ce qui s'est passé, les services qu'ils ont reçus, comment tout ça s'est implanté. Donc, c'est vraiment le moment où on veut voir c'est quoi le confort du membre de l'entourage à s'ouvrir à nous, c'est quoi le lien qu'on peut créer avec elle pour voir un coup qu'on a validé les moments d'impuissance, toutes les turbulences vécues. On veut voir c'est quoi les besoins à partir de maintenant et comment nous, on peut les accompagner là, au fur et à mesure, puis voir là, qu'est-ce qui serait le plus aidant. Ensuite, on essaie de voir rapidement et avec eux un peu comprendre c'est quoi leur vision, leur compréhension de la dépendance pour ensuite aller voir c'est quoi la dynamique qui a été installée face à ces divergences des fois d'opinion et de vision face à pourquoi la personne consomme ou pourquoi elle joue. Et ensuite, on va aller voir, OK, est-ce qu'on fait un peu de prévention, d'éducation, d'information sur les concepts derrière? On va aller donner des outils pour vraiment mettre de l'avant le cœur du problème de ces personnes-là qui souffrent pour sortir un peu là, de juste attaquer les problèmes de dépendance. Et c'est là que des fois, on voit que derrière, il y a peut-être des enjeux de santé mentale qui sont pas traités ou qui sont mis de côté et que la dépendance vient répondre des fois à ces besoins-là. Donc, un coup qu'on détermine un peu tout ça, ça va être dans le but d'aller voir c'est quoi les différentes stratégies d'adaptation qu'on peut travailler avec elles. Quand on parle de stratégie d'adaptation, on veut dire c'est quoi les outils, c'est quoi les choses que la personne voudrait mettre en place pour elle-même et pour aider son proche. Donc, tout ça, ça peut toucher au niveau de la communication, au niveau des émotions. C'est faire une différence entre l'émotion du proche et l'émotion du membre de l'entourage. On va aller travailler l'estime de soi, renforcer les compétences, s'assurer que la personne reconnaît ses forces pour continuer justement là, à vraiment travailler ces stratégies d'adaptation-là là, tout au long du processus. Puis, il y a comme une deuxième phase là, qu'on a observée, fait qu'il y a comme tout l'aspect là, que Bianca a bien expliqué au niveau de la prise de conscience, puis vraiment de l'explication et de l'exploration. Puis, on dirait qu'une fois que tout ça se met en place, ben naturellement, les membres de l'entourage sont portés à vouloir passer à l'action. Fait que déjà, il y a un positionnement qui se passe. Le rôle en tant que membre de l'entourage, ben, des fois, il peut être modifié. Ça se peut que le membre de l'entourage prenait le rôle là, d'intervenant, de policier, d'ambulancier de situation là, de gestion de crise. Puis qu'à un moment donné, ben, ils se disent, ben non, finalement, moi, j'ai vraiment le goût de reprendre mon rôle principal en tant que conjoint, en tant que maman, en tant que papa ou en tant que frère, sœur ou autre, là. Fait que ce repositionnement-là, on va voir qu'il va beaucoup être teinté d'action. Fait que là, on va plus se concentrer sur les compétences, sur les choses qui vont être mises en place pour sécuriser, pour justement harmoniser la dynamique familiale ou la dynamique relationnelle en général. Puis il va y avoir beaucoup d'affirmation de soi. Fait que le membre de l'entourage va vraiment développer cette compétence qu'il a déjà. C'est juste qu'il l'oublie souvent dans les situations de crise, ce qui est normal. Donc, on veut vraiment on veut vraiment souligner ça, pardon. Après ça, en fait, il y a une actualisation qui se passe. Fait qu'avec tous les apprentissages qu'il y a eu, le membre de l'entourage, ben, va pouvoir gérer les défis au quotidien, voir comment est-ce qu'il peut appliquer ça dans son concret, dans sa réalité. Puis, il y a quand même des ajustements en fonction de la culture, de l'identité de genre, des enjeux de santé mentale qui sont connexes et tout. Puis, on va vraiment mettre l'emphase sur l'importance du bien-être, puis ils vont vraiment réaliser à quel point, quand ils vont prendre soin d'eux, ça va être beaucoup plus facile pour eux de prendre soin de
leurs membres de l'entourage, leurs proches, puis d'être plus dans l'empathie, dans l'ouverture, que vraiment d'être dans les relations conflictuelles. On va aussi regarder la planification après le suivi. S'il y a des enjeux majeurs qui sont ressortis, ben est-ce qu'on a besoin de référer à de la psychothérapie puis de continuer nos 5 dernières rencontres pour garder un filet de sécurité jusqu'à ce que la personne atteigne le service ou pas? Ou est-ce que le service, il a été vraiment suffisant pour la personne puis qu'on la laisserait vraiment aller pour elle-même? Puis on va renforcer vraiment les acquis vers la fin, valider toutes les choses qu'elle a pu mettre en place, toutes les adaptations, puis on va vraiment s'ajuster là en fonction du contexte et du besoin. Donc, on peut aller à la prochaine. C'est sûr que comment on l'explique, ça a l'air d'être pas mal linéaire. En vrai, ben c'est vraiment comme ça qu'on peut le voir dans la réalité. Donc, ça se peut que des fois, dans une intervention de 10 rencontres, le seul besoin, c'est que le membre de l'entourage trouve son besoin. Puis, c'est tout à fait normal. Comme ça se peut que la personne ait déjà un parcours assez riche et qu'elle arrive, elle est comme, OK, non, j'ai plus le goût de renforcer mon repositionnement, j'ai plus le goût de m'actualiser. Puis là, on peut aller comme d'une section à l'autre, d'une thématique à l'autre. Puis ça reste quand même toujours pour répondre aux besoins du membre de l'entourage. Fait qu'on peut passer à la suivante. Bref, juste de retenir là, ce qui est important, puis ce qu'on veut vraiment vous apporter aujourd'hui, c'est que on peut répondre vraiment à tous les types d'appels, tous les types de clientèle, tous les types de complexité. Après ça, ça va être à nous de voir est-ce qu'on va porter l'intervention ponctuelle ou est-ce qu'on va orienter la personne vers un autre service là, qui va pouvoir maintenir là, le travail qu'on aurait amorcé sur les lignes. Dans tous les cas, on va quand même agir comme un filet de sécurité. Donc, Exactement. soutenir, informer, référer. Donc, en cas de doute, n'hésitez pas, appelez-nous. Puis justement, déjà sur nos 2 plateformes, autant sur Drogue Aide et Références que Jeu Aide et Références, on a du contenu vraiment intéressant, autant sur les différents types de dépendance, les différents effets. On a des articles sur l'avancement, un peu des choses par rapport dans le monde des dépendances. Donc, beaucoup de contenu très, très favorable à tout le monde. Et puis, on commence à être de plus en plus actifs sur nos différents réseaux, donc Facebook, Instagram, LinkedIn. Vous pouvez nous suivre, on rajoute du contenu, on fait beaucoup de prévention, donc on partage énormément. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, on est là 24/7, ça va nous faire plaisir là, de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Merci. Bon. Merci beaucoup, vous deux. Zénab et Bianca, vous avez respecté vos temps, vous nous avez livré beaucoup d'informations, puis vous nous avez présenté, en fait, vous pouvez laisser votre caméra allumée. Il y a une période de questions, puis je vois qu'il y a des questions qui rentrent. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci aussi à René. On a le temps on en a 10 minutes pour des questions. Il y en a qui sont rentrées. Peut-être que je vais demander à Yann. Yann, est-ce que tu as regroupé des questions? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait demander? Sinon, on va aller directement dans des questions qui viennent. Je vois qu'il y a des mains levées. Toutes les questions dans le chat et a été répondu. Ah, c'était répondu. Parfait. Ben, dans ce cas-là, je vois qu'il y a des mains levées. Peut-être qu'on peut leur... Diana, peut-être on pourrait donner la parole. Là, il y a des gens... Ou je ne sais pas, toi, tu n'as pas le contrôle, Yann, pour donner la parole. Ou Diana, il faudrait juste... si vous n'êtes pas en mesure de le faire... Je vous invite à inscrire vos questions dans le QR. Sinon, si vous voulez poser une question, je peux ouvrir votre microphone. Ben, je vois qu'il y a quelqu'un qui a la main levée. Séraphine qui avait levé sa main puis qui avait une question. C'était sur le service de counseling pour l'aspect drogue est à venir pour une interrogation. Mais je ne sais pas si ça s'adresse ça doit être pour les membres de l'entourage. Séraphine, est-ce que vous voulez... Est-ce que tu pourrais ouvrir le micro de Séraphine? Diana? Oui, elle peut autoriser. Séraphine, vous pouvez vous exprimer. Toute la planète vous écoute. Faites attention à ce que vous dites. On va finir avec des pénalités de 25%. Là. Non, ça ne marche pas. Est-ce qu'il y avait d'autres... Séraphine, ce que je lisais,
Non. Mais dans le fond, la question était, est-ce que le service de counseling pour l'aspect drogue est à venir? Justement, comme ma collègue, elle avait répondu dans le chat, c'est Bon, pas pour le ben, c'est moment. bon. Dans le fond, on est OK. plus, on le réfère vers les OK. centres là, qui offrent déjà ce type de service-là pour l'instant. OK, c'est peut-être une vieille question qui traîne, mais Ouais. il y a peut-être d'autres questions qui sont dans le QNR. Est-ce que Oui, il y a une question qui demande, est-ce que l'accès du service ensemble là, se fait-il exclusivement en appelant sur nos lignes générales? La réponse est oui. C'est sûr que c'est la ligne d'accès un peu plus directe là, pour pouvoir faire passer là, le recrutement. Encore une fois, ça peut être là, à travers le clavardage. Si les personnes nous écrivent et nous demandent spécifiquement le service ensemble, on va prendre le temps avec elles de pouvoir la recruter. Mais oui, la demande de service se fait là, à travers nos 2 lignes spécialisées. Autant jeu aide et référence que drogue aide et référence. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous voyez que moi je ne vois pas qui auraient été répondues? Sinon, moi j'en aurais. Ah, Christina Jean Do, du CIUS de l'Outaouais, je crois. 6S. Est-ce qu'il y a moyen d'ouvrir le micro? Oui, bonjour. Merci, le micro vient d'être activé. J'avais une question vis-à-vis, et ça se peut qu'elle s'est déjà répondu, donc désolée si j'ai manqué l'information, mais est-ce qu'il y a des projets planifiés ou la possibilité d'un partenariat peut-être plus actif entre les intervenants du réseau des CISO, des CIS, puis un organisme comme le CAP afin d'outiller les intervenants de considérer les proches? Parce que c'est un enjeu, c'est pas évident. Je suis chargée de la partie soutien clinique pour le PQPTM, puis on regarde justement cette question d'outiller les intervenants, de comment ils peuvent considérer les proches dans leur intervention. Puis je sais qu'il y a quand même de l'information, mais c'est ça ma question. Oui, ben, je peux répondre. Faudrait fermer le micro parce qu'il y a de la réverbération. Oui, ben justement, le ministère implante actuellement ce que je montrais tantôt, le guide de bonne pratique pour l'implication des proches, comment les considérer, comment les intégrer dans tout le processus de rétablissement et comment les outiller aussi. Donc, c'est une démarche là, qui est à l'échelle du Québec. Vous pourrez contacter au sein même de votre CIS et CIUS. Il y a un répondant par CIS qui est nommé pour assurer l'implantation du guide. Il y a eu plein de webinaires qui ont été offerts, que ce soit aux gestionnaires, aux directeurs, cadres intermédiaires, mais aussi aux intervenants. Et c'est ça, je pense que c'est le guide le plus complet qui existe actuellement pour savoir comment gérer la confidentialité, comment gérer des situations où la personne qui a un trouble refuse qu'on puisse communiquer avec la famille, etc. Donc, il est extrêmement bien fait, ce guide-là. Puis, dans la présentation vidéo, il y a une diapo à la fin là, qui donne l'adresse. C'est vraiment une démarche là, majeure qui est entreprise actuellement au Québec pour changer cette culture-là, pour savoir comment impliquer les proches. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires à apporter? Ça va? Là, je vois qu'on a plusieurs mains levées. J'en prends une je ne sais pas si c'est oh mon Dieu, il y en a 25. Est-ce que je me trompe? 2, 3. Allô, vous m'écoutez? Oui, allez-y. C'est ça, moi, je m'appelle Séraphine et puis j'avais du mal à me connecter. Et maintenant, là, je crois que le micro est bon. Oui, c'est bon. J'ai été ravie vraiment de vous écouter et je suis très contente de vos voix ici ce matin.
Et puis, j'ai été émue de tout ce que j'ai entendu parler. Et j'aimerais savoir, et j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce qui amène tous ces jeunes à prendre de la drogue et à se comporter ainsi avec des troubles mentaux, puisque je sais qu'en ce moment, tout ça est interdit par le gouvernement et puis je ne sais pas ce qui les amène à prendre toutes ces substances. Oui, bien, c'est une excellente question. Je ne sais pas si on a vraiment le temps de répondre là à l'entièreté des raisons qui se cachent derrière les problèmes de dépendance, mais je vous encourage à appeler sur les lignes. Les intervenants vont vraiment pouvoir prendre le temps là, avec vous de vous expliquer là, autant d'où vient un peu les dépendances, toutes les situations précurseurs et l'impact ou non là, relié à la santé mentale. Donc oui, je pense que ça serait ça la réponse la plus facile. Appelez-nous, puis on va vraiment pouvoir vous donner la réponse à cette belle question qui prend plusieurs temps à répondre. OK. Et la formation, ça se fait de lundi au vendredi ou c'est juste pour aujourd'hui? En fait, Drogue à des références et Jeu à des références est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, du lundi au lundi. Là. Il n'y a vraiment aucune pause au service, sauf quand on a des réunions. Donc, on est vraiment accessible en tout temps. OK. D'accord. Merci. On n'a rien? Et, juste pour ajouter, c'est que nous, dans le site des formations croisées, on monte une section pour les ressources aussi. On pourrait ajouter, si ce n'est pas déjà fait, la drogue à des références, qui est partenaire depuis pas mal toujours de ce programme-là. Alors, si on cherche les numéros, vous êtes facile à trouver de toute manière. On aura le temps pour une dernière question. Il y a Abir qui a levé la main. Est-ce que vous voulez ouvrir votre micro, puis vous pourriez poser votre question directement? Allô, bonjour. Oui. Bonjour. Ma question, de un, je vous remercie pour le webinaire. C'est intéressant, toutes les informations données. De deux, ma question, on cherche à contribuer les membres de la famille. Reste toujours, il y a l'aspect de confidentialité, surtout que la personne est considérée apte. Moi, je suis comme intervenante en toxicomanie, gestionnaire, mais j'ai fait comme intervenante en toxicomanie et j'ai travaillé dans le SIM, le suivi intensif au milieu, avec les itinérants, avec les personnes comme on part partout au territoire québécois. Et toujours, ça pose un enjeu. Surtout qu'on doit retourner vers le tribunal, il y a des contestations, ils contestent ça, et c'est comme un cercle vicieux qui n'est pas clair et qu'on peut tomber dans des pistes grises. Au niveau de la confidentialité, par rapport à des gens qui ne sont pas clairs. Il y a certains moments, la comorbidité, c'est pas certainement, comme la plupart du temps, il y a du comorbidité au niveau des troubles de santé mentale, mais il y a des troubles de santé mentale qui laissent la personne apte, considérée quand même apte. Alors, comment on va jouer là-dedans pour intégrer les membres de la famille pour contribuer avec nous autres? Merci. Ouais. Je peux tenter de répondre, peut-être que mes collègues pourront compléter. C'est vraiment un enjeu, la gestion de la confidentialité, puis on sait que ce sont les mêmes lois qu'en santé physique et pourtant, on a rarement entendu parler de difficultés de pouvoir écouter ou partager de l'information avec les familles en santé physique. Et j'inclus aussi là-dedans toutes les pertes liées au vieillissement, que ce soit les difficultés liées à un traumatisme crânien, etc. On ne vit pas les mêmes difficultés en santé mentale. Je sais que dans le plan d'action en santé mentale, il y a une action qui vise justement à réfléchir sur la gestion de la confidentialité. Pour l'instant, je vous réfère encore au guide de bonne pratique là, sur l'implication des proches. Il y a tout un chapitre là, qui permet de guider les intervenants dans la façon de gérer la confidentialité en cas de refus de la personne. Et il faut comprendre que peut-être qu'il y a de l'information qu'on ne peut pas communiquer, mais il n'y a rien qui empêche d'entendre, d'écouter la famille, ce qu'elle a à dire, ce qui peut contribuer. Bon. Et l'autre approche aussi, c'est qu'on dit, c'est pas parce que la personne refuse une fois qu'on baisse les bras. Il y a une manière d'amener la personne à dire, ben,
qu'est-ce que tu veux pas qu'on communique avec ta famille, par exemple? Serais-tu d'accord qu'on communique telle information, comme quoi que tu vas bien, tu sais, que, et ça peut amener la personne à être plus précise en dire, plutôt que de dire, je veux pas qu'on ne dise rien, ben, il y a peut-être une approche là à développer pour aller chercher une collaboration. Alors, je suis désolé, on va forcer de terminer. Je sais que ça, c'est un gros sujet qui date depuis plusieurs années, qui est central. On va être forcé de s'arrêter ici. J'aimerais profiter de l'occasion pour vous remercier les présentateurs, les gens qui sont là, qui sont toujours là. Et je vous invite à remplir le formulaire d'évaluation. Il y a un code QR, il y a un lien. 10 secondes de remerciement pour le financement Santé Canada, ministère de la Santé, nos partenaires, l'Institut Douglas, le CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal, l'Institut universitaire sur les dépendances. Encore une fois, nos magnifiques conférenciers qui ont essayé de faire, en fait, c'est un record de réussir à tout présenter ce que vous avez fait en si peu de temps. Le comité de suivi des formations croisées. Et je vous dirais que vos commentaires, oui, notre équipe organisatrice, Diana Milton, que vous ne voyez pas, qui s'est chargée des inscriptions, des suivis, Yann Lin, qui est impliquée dans le projet avec les proches, Cathy Bézinet pour les communications, Karine Projean aussi qui travaille sur tous les niveaux, Amelia Roy qui est quelque part ici aujourd'hui, puis Véronica Scotarci qui travaille aussi avec nous dans le projet. Alors, merci beaucoup à vous tous. On va tenter de faire un suivi avec un autre webinaire. C'est le premier d'une série. On va tenter d'en monter un autre pour juin. On entend vos recommandations, vos suggestions. Vous pouvez nous suivre sur le site formationcroisée.com, sur Facebook. Et puis, merci à vous tous. Puis, à une très prochaine fois. Puis, si jamais vous voulez communiquer avec nous pour la recherche, les consultations qu'on est en train de mettre sur pied, vous êtes bienvenus aussi de nous écrire. On avait soumis le lien tantôt, ou écrivez-nous à la formation croisée ou à un ou l'autre des responsables de recherche. Donc, moi, Michel Perrault, ça va nous faire plaisir de faire le suivi. Alors, à très bientôt.